Le comte de Monte Cristo, partie 6, suite du chapitre 15. À l'aube du jour, il replaça la pierre dans son trou, repoussa son lit contre la muraille et se coucha. Le déjeuner consistait en un morceau de pain. Le geôlier entra et posa ce morceau de pain sur la table. « Eh bien, vous ne m'apportez pas une autre assiette ?» demanda Dantès. « Non, » dit le porte-clés, « vous êtes un brise-tout. Vous avez détruit votre cruche, et vous êtes cause que j'ai cassé votre assiette. Si tous les prisonniers faisaient autant de dégâts, le gouvernement n'y pourrait pas tenir. On vous laisse la casserole. On vous versera votre soupe dedans. De cette façon, vous ne casserez pas votre ménage, peut-être. » Dantès leva les yeux au ciel et joignit ses mains sous sa couverture. Ce morceau de fer qui lui restait faisait naître dans son cœur un élan de reconnaissance plus vif vers le ciel que ne lui avaient jamais causé dans sa vie passée les plus grands biens qui lui étaient survenus. Seulement, il avait remarqué que, depuis qu'il avait commencé à travailler, lui, le prisonnier, ne travaillait plus. N'importe, ce n'était pas une raison pour cesser sa tâche. Si son voisin ne venait pas à lui, c'était lui qui irait à son voisin. Toute la journée, il travailla sans relâche. Le soir, il avait, grâce à son nouvel instrument, tiré de la muraille plus de 10 poignées de débris de moellons, de plâtre et de ciment. Lorsque l'heure de la visite arriva, il redressa de son mieux le manche tordu de sa casserole et remit le récipient à sa place accoutumée. Le porte-clés y versa la ration ordinaire de soupe et de viande, ou plutôt de soupe et de poisson, car ce jour-là était un jour maigre, et 3 fois par semaine on faisait faire maigre aux prisonniers. C'eût été encore un moyen de calculer le temps, si depuis longtemps Dantès n'avait pas abandonné ce calcul. Puis, la soupe versée, le porte-clés se retira. Cette fois, Dantès voulut s'assurer si son voisin avait bien réellement cessé de travailler. Il écouta. Tout était silencieux, comme pendant ces 3 jours où les travaux avaient été interrompus. Dantès soupira. Il était évident que son voisin se défiait de lui. Cependant, il ne se découragea point et continua de travailler toute la nuit. Mais après 2 ou 3 heures de labeur, il rencontra un obstacle. Le fer ne mordait plus et glissait sur une surface plane. Dantès toucha l'obstacle avec ses mains et reconnut qu'il avait atteint une poutre. Cette poutre traversait, ou plutôt barrait entièrement le trou qu'avait commencé Dantès. Maintenant, il fallait creuser dessus ou dessous. Le malheureux jeune homme n'avait point songé à cet obstacle. « Oh, mon Dieu, s'écria-t-il. « Je vous avais cependant tant prié que j'espérais que vous m'aviez entendu. Mon Dieu, après m'avoir ôté la liberté de la vie, mon Dieu, après m'avoir ôté le calme de la mort, mon Dieu, qui m'avait rappelé à l'existence, mon Dieu, ayez pitié de moi, ne me laissez pas mourir dans le désespoir. » « Qui parle de Dieu et de désespoir en même temps ?» articula une voix qui semblait venir de dessous terre et qui, assourdie par l'opacité, parvenait au jeune homme avec un accent sépulcral. Edmond sentit se dresser ses cheveux sur sa tête, et il recula sur ses genoux. « Ah !» murmura-t-il, « j'entends parler un homme. » Il y avait 4 ou 5 ans qu'Edmond n'avait entendu parler que son geôlier, et, pour le prisonnier, le geôlier n'est pas un homme. C'est une porte vivante ajoutée à sa porte de chêne. C'est un barreau de chair ajouté à ses barreaux de fer. « Au nom du ciel !» s'écria Dantès. « Vous qui avez parlé, parlez encore, quoique votre voix m'ait épouvanté. Qui êtes-vous » ? « Qui êtes-vous vous-même » demanda la voix. « Un malheureux prisonnier, » reprit Dantès, qui ne faisait, lui, aucune difficulté de répondre. « De quel pays ? » ? « Français. » »« Votre nom ? » ? « Edmond Dantès. » »« Votre profession ? » « Marin. » « Depuis combien de temps êtes-vous ici ? » «
depuis le 28 février 1815. Votre crime? Je suis innocent. Mais de quoi vous accuse-t-on? D'avoir conspiré pour le retour de l'empereur. Comment? Pour le retour de l'empereur? L'empereur n'est donc plus sur le trône? Il a abdiqué à Fontainebleau en 1814 et a été relégué à l'île d'Elbe. Mais vous-même, depuis quel temps êtes-vous donc ici, que vous ignorez tout cela? Depuis 1811. Dantès frissonna. Cet homme avait 4 ans de prison de plus que lui. C'est bien. Ne creusez plus, dit la voix en parlant fort vite. Seulement, dites-moi à quelle hauteur se trouve l'excavation que vous avez faite. Au ras de la terre. Comment est-elle cachée? Derrière mon lit. A-t-on dérangé votre lit depuis que vous êtes en prison? Jamais. Sur quoi donne votre chambre? Sur un corridor. Et le corridor aboutit à la cour. Hélas, murmura la voix. Oh mon Dieu, qu'y a-t-il donc? S'écria Dantès. Il y a que je me suis trompé, que l'imperfection de mes dessins m'a abusé, que le défaut d'un compas m'a perdu, qu'une ligne d'erreur sur mon plan a équivalu à 15 pieds en réalité, et que j'ai pris le mur que vous creusez pour celui de la citadelle. Mais alors, vous aboutissiez à la mer? C'était ce que je voulais. Et si vous aviez réussi? Je me jetais à la nage, je gagnais une des îles qui environnent le château d'If, soit l'île de Dôme, soit l'île de Tiboulen, soit même la côte, et alors j'étais sauvé. Auriez-vous donc pu nager jusque-là? Dieu m'eût donné la force, et maintenant tout est perdu. Tout? Oui, rebouchez votre trou avec précaution, ne travaillez plus, ne vous occupez de rien, et attendez de mes nouvelles. Qui êtes-vous au moins? Dites-moi qui vous êtes. Je suis le numéro 27. Vous défiez-vous donc de moi? Demanda Dantès. Edmond crut entendre comme un rire amer percer la voûte et monter jusqu'à lui. Oh, je suis bon chrétien, s'écria-t-il, devinant instinctivement que cet homme songeait à l'abandonner. Je vous jure sur le Christ que je me ferai tuer plutôt que de laisser entrevoir à vos bourreaux et aux miens l'ombre de la vérité. Mais au nom du ciel, ne me privez pas de votre présence, ne me privez pas de votre voix, ou, je vous le jure, car je suis au bout de ma force, je me brise la tête contre la muraille, et vous aurez ma mort à vous reprocher. Quel âge avez-vous? Votre voix semble être celle d'un jeune homme. Je ne sais pas mon âge, car je n'ai pas mesuré le temps depuis que je suis ici. Ce que je sais, c'est que j'allais avoir 19 ans lorsque j'ai été arrêté, le 18 février 1815. Pas tout à fait 26 ans, murmura la voix. Allons, à cet âge, on n'est pas encore un traître. Oh non, non, je vous le jure, répéta Dantès. Je vous l'ai déjà dit, et je vous le redis, je me ferai couper en morceaux plutôt que de vous trahir. Vous avez bien fait de me parler. Vous avez bien fait de me prier, car j'allais former un autre plan et m'éloigner de vous. Mais votre âge me rassure. Je vous rejoindrai. Attendez-moi. Quand cela? Il faut que je calcule nos chances. Laissez-moi vous donner le signal. Mais vous ne m'abandonnerez pas. Vous ne me laisserez pas seul. Vous viendrez à moi, ou vous me permettrez d'aller à vous. Nous fuirons ensemble, et si nous ne pouvons fuir, nous parlerons. Vous des gens que vous aimez, moi des gens que j'aime. Vous devez aimer quelqu'un. Je suis seul au monde. Alors vous m'aimerez, moi. Si vous êtes jeune, je serai votre camarade. Si vous êtes vieux, je serai votre fils. J'ai un père qui doit avoir 70 ans, s'il vit encore. Je n'aimais que lui et une jeune fille qu'on appelait Mercédès. Mon père ne m'a pas oublié, j'en suis sûre. Mais elle, Dieu sait si elle pense encore à moi. Je vous aimerai comme j'aimais mon père. C'est bien, dit le prisonnier. À demain. Ce peu de paroles furent dites avec un accent qui convainquit Dantès. Il n'en demanda pas davantage, se releva, prit les mêmes précautions pour les débris tirés du mur qu'il avait déjà prises, et repoussa son lit contre la muraille.
Dès lors, Dantès se laissa aller tout entier à son bonheur. Il n'allait plus être seul, certainement. Peut-être, même, allait-il être libre. Le pis-aller, s'il restait prisonnier, était d'avoir un compagnon. Or, la captivité partagée n'est plus qu'une demi-captivité. Les plaintes qu'on met en commun sont presque des prières. Des prières qu'on fait à deux sont presque des actions de grâce. Toute la journée, Dantès alla et vint dans son cachot, le cœur bondissant de joie. De temps en temps, cette joie l'étouffait. Il s'asseyait sur son lit, pressant sa poitrine avec sa main. Au moindre bruit qu'il entendait dans le corridor, il bondissait vers la porte. Une fois ou deux, cette crainte qu'on le séparât de cet homme qu'il ne connaissait point, et que cependant il aimait déjà comme un ami, lui passa par le cerveau. Alors il était décidé. Au moment où le geôlier écarterait son lit, baisserait la tête pour examiner l'ouverture, il lui briserait la tête avec le pavé sur lequel était posée sa cruche. On le condamnerait à mort, il le savait bien. Mais n'allait-il pas mourir d'ennui et de désespoir au moment où ce bruit miraculeux l'avait rendu à la vie? Le soir, le geôlier vint. Dantès était sur son lit. De là, il lui semblait qu'il gardait mieux l'ouverture inachevée. Sans doute, il regarda le visiteur importun d'un œil étrange, car celui-ci lui dit « Voyons, allez-vous redevenir encore fou ?» Dantès ne répondit rien. Il craignait que l'émotion de sa voix ne le trahît. Le geôlier se retira en secouant la tête. La nuit arrivée, Dantès crut que son voisin profiterait du silence et de l'obscurité pour renouer la conversation avec lui. Mais il se trompait. La nuit s'écoula sans qu'aucun bruit répondît à sa fiévreuse attente. Mais le lendemain, après la visite du matin, et comme il venait d'écarter son lit de la muraille, il entendit frapper 3 coups à intervalles égaux. Il se précipita à genoux. « Est-ce vous ?» dit-il. « Me voilà !»« Votre geôlier est-il parti ?» demanda la voix. « Oui, » répondit Dantès, « il ne reviendra que ce soir. Nous avons 12 heures de liberté. »« Je puis donc agir ?» dit la voix. « Oh oui, oui, sans retard, à l'instant même, je vous en supplie. » Aussitôt, la portion de terre sur laquelle Dantès, à moitié perdu dans l'ouverture, appuyait ses 2 mains, sembla céder sous lui. Il se rejeta en arrière, tandis qu'une masse de terre et de pierres détachées se précipitait dans un trou qui venait de s'ouvrir au-dessous de l'ouverture que lui-même avait faite. Alors, au fond de ce trou sombre et dont il ne pouvait mesurer la profondeur, il vit paraître une tête, des épaules et enfin un homme tout entier qui sortit avec assez d'agilité de l'excavation pratiquée. Chapitre 16. Un savant italien. Dantès prit dans ses bras ce nouvel ami, si longtemps et si impatiemment attendu, et l'attira vers sa fenêtre, afin que le peu de jour qui pénétrait dans le cachot l'éclairât tout entier. C'était un personnage de petite taille, aux cheveux blanchis par la peine plutôt que par l'âge, à l'œil pénétrant caché sous d'épais sourcils qui grisonnaient, à la barbe encore noire et descendant jusque sur sa poitrine. La maigreur de son visage creusé par des rides profondes, la ligne hardie de ses traits caractéristiques, révélait un homme plus habitué à exercer ses facultés morales que ses forces physiques. Le front du nouveau venu était couvert de sueur. Quant à son vêtement, il était impossible d'en distinguer la forme primitive, car il tombait en lambeaux. Il paraissait avoir 65 ans au moins, quoiqu'une certaine vigueur dans les mouvements annonçât qu'il avait moins d'années peut-être, que n'en accusait une longue captivité. Il accueillit avec une sorte de plaisir les protestations enthousiastes du jeune homme. Son âme glacée sembla, pour un instant, se réchauffer et se fondre au contact de cette âme ardente. Il le remercia de sa cordialité avec une certaine chaleur,
quoique sa déception eût été grande de trouver un second cachot où il croyait rencontrer la liberté. « Voyons d'abord, dit-il, s'il y a moyen de faire disparaître aux yeux de vos geôliers les traces de mon passage. Toute notre tranquillité à venir est dans leur ignorance de ce qui s'est passé. » Alors il se pencha vers l'ouverture, prit la pierre qu'il souleva facilement malgré son poids et la fit entrer dans le trou. « Cette pierre a été descellée bien négligemment, dit-il en hochant la tête. Vous n'avez donc pas d'outils ? Et vous ? Demanda Dantès avec étonnement. En avez-vous donc ? Je m'en suis fait quelques-uns. Excepté une lime, j'ai tout ce qu'il me faut. Ciseaux, pince, levier. Oh, je serais curieux de voir ces produits de votre patience et de votre industrie, dit Dantès. Tenez, voici d'abord un ciseau. Et il lui montra une lame forte et aiguë emmanchée dans un morceau de bois de hêtre. Avec quoi avez-vous fait cela ? Dit Dantès. Avec une des fiches de mon lit. C'est avec cet instrument que je me suis creusé tout le chemin qui m'a conduit jusqu'ici. 50 pieds à peu près. 50 pieds ? S'écria Dantès avec une espèce de terreur. Parlez plus bas, jeune homme, parlez plus bas. Souvent il arrive qu'on écoute aux portes des prisonniers. On me sait seul. N'importe. Et vous dites que vous avez percé 50 pieds pour arriver jusqu'ici ? Oui, telle est à peu près la distance qui sépare ma chambre de la vôtre. Seulement, j'ai mal calculé ma courbe, faute d'instruments de géométrie pour dresser mon échelle de proportion. Au lieu de 40 pieds d'ellipse, il s'en est rencontré 50. Je croyais, ainsi que je vous l'ai dit, arriver jusqu'au mur extérieur, percer ce mur et me jeter à la mer. J'ai longé le corridor contre lequel donne votre chambre au lieu de passer dessous. Tout mon travail est perdu, car ce corridor donne sur une cour pleine de gardes. C'est vrai, dit Dantès, mais ce corridor ne longe qu'une face de ma chambre, et ma chambre en a 4. Oui, sans doute. Mais en voici d'abord une dont le rocher fait la muraille. Il faudrait 10 années de travail à 10 mineurs munis de tous leurs outils pour percer le rocher. Cet autre doit être adossé aux fondations de l'appartement du gouverneur. Nous tomberions dans les caves qui ferment évidemment à la clé et nous serions pris. L'autre face donne... Attendez donc. Où donne l'autre face ? Cette face était celle où était percée la meurtrière à travers laquelle venait le jour. Cette meurtrière, qui allait toujours en se rétrécissant jusqu'au moment où elle donnait entrée au jour et par laquelle un enfant n'aurait certes pas pu passer, était en outre garnie par 3 rangs de barreaux de fer qui pouvaient rassurer sur la crainte d'une évasion par ce moyen le geôlier le plus soupçonneux. Et le nouveau venu, en faisant cette question, traîna la table au-dessous de la fenêtre. « Montez sur cette table, dit-il à Dantès. Dantès obéit, monta sur la table et, devinant les intentions de son compagnon, appuya le dos au mur et lui présenta les 2 mains. Celui qui s'était donné le nom du numéro de sa chambre et dont Dantès ignorait encore le véritable nom, monta alors plus lestement que n'eût pu le faire présager son âge, avec une habileté de chat ou de lézard, sur la table d'abord, puis de la table sur les mains de Dantès, puis de ses mains sur ses épaules. Ainsi courbé en 2, car la voûte du cachot l'empêchait de se redresser, il glissa sa tête entre le premier rang de barreaux et put plonger alors de haut en bas. Un instant après, il retira vivement la tête. « Oh oh !» dit-il, « je m'en étais douté. » Et il se laissa glisser le long du corps de Dantès sur la table, et de la table sauta à terre. « De quoi vous étiez-vous douté ?» demanda le jeune homme, anxieux, en sautant à son tour auprès de lui. Le vieux prisonnier méditait. « Oui, dit-il, c'est cela. La 4e face de votre cachot donne sur une galerie extérieure, espèce de chemin de ronde où passent les patrouilles et où veillent des sentinelles. Vous en êtes sûr ? J'ai vu le shako du soldat et le bout de son fusil.
et je ne me suis retiré si vivement que de peur qu'il ne m'aperçût moi-même. » « Eh bien, dit Dantès. »« Vous voyez bien qu'il est impossible de fuir par votre cachot. »« Alors, continua le jeune homme avec un accent interrogateur. Alors, dit le vieux prisonnier, que la volonté de Dieu soit faite. » Et une teinte de profonde résignation s'étendit sur les traits du vieillard. Dantès regarda cet homme qui renonçait ainsi et avec tant de philosophie à une espérance nourrie depuis si longtemps, avec un étonnement mêlé d'admiration. « Maintenant, voulez-vous me dire qui vous êtes ?» demanda Dantès. « Oh, mon Dieu, oui, si cela peut encore vous intéresser, maintenant que je ne puis plus vous être bon à rien. »« Vous pouvez être bon à me consoler et à me soutenir, car vous me semblez fort parmi les forts. » L'abbé sourit tristement. « Je suis l'abbé Faria, dit-il, prisonnier depuis 1811, comme vous le savez, au château d'If. Mais j'étais depuis 3 ans renfermé dans la forteresse de Fenestrelle. En 1811, on m'a transféré du Piémont en France. C'est alors que j'ai appris que la destinée, qui, à cette époque, lui semblait soumise, avait donné un fils à Napoléon, et que ce fils, au berceau, avait été nommé roi de Rome. J'étais loin de me douter alors de ce que vous m'avez dit tout à l'heure. C'est que, 4 ans plus tard, le colosse serait renversé. Qui règne donc en France? Est-ce Napoléon II? Non, c'est Louis XVIII. Louis XVIII, le frère de Louis XVI. Les décrets du ciel sont étranges et mystérieux. Quelle a donc été l'intention de la Providence en abaissant l'homme qu'elle avait élevé et en élevant celui qu'elle avait abaissé? Dantès suivait des yeux cet homme qui oubliait un instant sa propre destinée pour se préoccuper ainsi des destinées du monde. « Oui, oui, continua-t-il, c'est comme en Angleterre. Après Charles Ier, Cromwell. Après Cromwell, Charles II. Et peut-être après Jacques II. Quelques gendres, quelques parents, quelques princes d'Orange. Un stadtholder qui se fera roi, et alors de nouvelles concessions au peuple, alors une constitution, alors la liberté. Vous verrez cela, jeune homme, dit-il en se retournant vers Dantès, et en le regardant avec des yeux brillants et profonds comme en devaient avoir les prophètes. Vous êtes encore d'âge à le voir. Vous verrez cela. Oui, si je sors d'ici. Ah, c'est juste, dit l'abbé Faria. Nous sommes prisonniers. Il y a des moments où je l'oublie, et où, parce que mes yeux percent les murailles qui m'enferment, je me crois en liberté. Et pourquoi êtes-vous enfermé, vous? Moi? Parce que j'ai rêvé en 1807 le projet que Napoléon a voulu réaliser en 1811. Parce que, comme Machiavel au milieu de tous ces principicules qui faisaient de l'Italie un nid de petits royaumes tyranniques et faibles, j'ai voulu un grand et seul empire, compact et fort. Parce que j'ai cru trouver mon César Borgia dans un niais couronné qui a fait semblant de me comprendre pour me mieux trahir. C'était le projet d'Alexandre VI et de Clément VII. Il échouera toujours, puisqu'ils l'ont entrepris inutilement et que Napoléon n'a pu l'achever. Décidément, l'Italie est maudite. Et le vieillard baissa la tête. Dantès ne comprenait pas comment un homme pouvait risquer sa vie pour de pareils intérêts. Il est vrai que s'il connaissait Napoléon pour l'avoir vu et lui avoir parlé, il ignorait complètement, en revanche, ce que c'était que Clément VII et Alexandre VI. « N'êtes-vous pas, dit Dantès, commençant à partager l'opinion de son geôlier, qui était l'opinion générale au château d'If, le prêtre que l'on croit malade? Que l'on croit fou, vous voulez dire, n'est-ce pas? Je n'osais, dit Dantès en souriant. Oui, oui, continua Faria avec un rire amer. Oui, c'est moi qui passe pour fou,
C'est moi qui divertis depuis si longtemps les hôtes de cette prison et qui réjouirais les petits enfants, s'il y avait des enfants dans le séjour de la douleur sans espoir. » Dantès demeura un instant immobile et muet. « Ainsi, vous renoncez à fuir ?» lui dit-il. « Je vois la fuite impossible. C'est se révolter contre Dieu que de tenter ce que Dieu ne veut pas qui s'accomplisse. » « Pourquoi vous décourager ? Ce serait trop demander aussi à la Providence que de vouloir réussir du premier coup. Ne pouvez-vous pas recommencer dans un autre sens ce que vous avez fait dans celui-ci ? Mais savez-vous ce que j'ai fait, pour parler ainsi de recommencer ? Savez-vous qu'il m'a fallu 4 ans pour faire les outils que je possède ? Savez-vous que depuis 2 ans je gratte et creuse une terre dure comme le granit ? Savez-vous qu'il m'a fallu déchausser des pierres qu'autrefois je n'aurais pas cru pouvoir remuer, que des journées tout entières se sont passées dans ce labeur titanique et que parfois, le soir, j'étais heureux quand j'avais enlevé un pouce carré de ce vieux ciment, devenu aussi dur que la pierre elle-même ? Savez-vous que pour loger toute cette terre et toutes ces pierres que j'enterrais, il m'a fallu percer la voûte d'un escalier, dans le tambour duquel tous ces décombres ont été tour à tour ensevelis, si bien qu'aujourd'hui le tambour est plein et que je ne saurais plus où mettre une poignée de poussière. Savez-vous, enfin, que je croyais toucher au but de tous mes travaux, que je me sentais juste la force d'accomplir cette tâche, et que voici que Dieu non seulement recule ce but, mais le transporte je ne sais où. Ah, je vous le dis, je vous le répète, je ne ferai plus rien désormais pour essayer de reconquérir ma liberté, puisque la volonté de Dieu est qu'elle soit perdue à tout jamais. » Edmond baissa la tête pour ne pas avouer à cet homme que la joie d'avoir un compagnon l'empêchait de compatir, comme il eût dû, à la douleur qu'éprouvait le prisonnier de n'avoir pu se sauver. L'abbé Faria se laissa aller sur le lit d'Edmond, et Edmond resta debout. Le jeune homme n'avait jamais songé à la fuite. Il y a de ces choses qui semblent tellement impossibles qu'on n'a pas même l'idée de les tenter et qu'on les évite d'instinct. Creuser 50 pieds sous la terre, consacrer à cette opération un travail de 3 ans pour arriver, si on réussit, à un précipice donnant à pic sur la mer, se précipiter de 50, de 60, de 100 pieds peut-être, pour s'écraser, en tombant la tête sur quelque rocher, si la balle des sentinelles ne vous a point déjà tué auparavant, être obligé, si l'on échappe à tous ces dangers, de faire en nageant 1 lieue, c'en était trop pour qu'on ne se résignât point, et nous avons vu que Dantès avait failli pousser cette résignation jusqu'à la mort. Mais maintenant que le jeune homme avait vu un vieillard se cramponner à la vie avec tant d'énergie et lui donner l'exemple des résolutions désespérées, il se mit à réfléchir et à mesurer son courage. Un autre avait tenté ce qu'il n'avait pas même eu l'idée de faire. Un autre, moins jeune, moins fort, moins adroit que lui, avait procuré, à force d'adresse et de patience, tous les instruments dont il avait besoin pour cette incroyable opération, qu'une mesure mal prise avait pu seule faire échouer. Un autre avait fait tout cela, rien n'était donc impossible à Dantès. Faria avait percé 50 pieds, il en percerait 100. Faria, à 50 ans, avait mis 3 ans à son œuvre. Il n'avait que la moitié de l'âge de Faria. Lui, il en mettrait 6. Faria, abbé, savant, homme d'église, n'avait pas craint de risquer la traversée du château d'If à l'île de Daume, de Ratonneau ou de Lemaire. Lui, Edmond le marin, lui, Dantès, le hardi plongeur, qui avait été si souvent chercher une branche de corail au fond de la mer, hésiterait-il donc à faire 1 lieue en nageant ? Que fallait-il pour faire 1 lieue en nageant ? 1 heure ? Eh bien, n'était-il donc pas resté des heures entières à la mer sans reprendre pied sur le rivage ? Non, non, Dantès n'avait besoin que d'être encouragé par un exemple. Tout ce qu'un autre a fait ou aurait pu faire, Dantès le fera. Le jeune homme réfléchit un instant.
J'ai trouvé ce que vous cherchiez, dit-il au vieillard. Faria tressaillit. Vous, dit-il, et en relevant la tête d'un air qui indiquait que si Dantès disait la vérité, le découragement de son compagnon ne serait pas de longue durée. Vous, voyons, qu'avez-vous trouvé? Le corridor que vous avez percé pour venir de chez vous ici s'étend dans le même sens que la galerie extérieure, n'est-ce pas? Oui. Il doit n'en être éloigné que d'une quinzaine de pas. Tout au plus. Eh bien, vers le milieu du corridor, nous perçons un chemin formant comme la branche d'une croix. Cette fois, vous prenez mieux vos mesures. Nous débouchons sur la galerie extérieure. Nous tuons la sentinelle et nous nous évadons. Il ne faut, pour que ce plan réussisse, que du courage. Vous en avez. Que de la vigueur, je n'en manque pas. Je ne parle pas de la patience. Vous avez fait vos preuves, et je ferai les miennes. Un instant, répondit l'abbé. Vous n'avez pas su, mon cher compagnon, de quelle espèce est mon courage et quel emploi je compte faire de ma force. Quant à la patience, je crois avoir été assez patient en recommençant chaque matin la tâche de la nuit, et chaque nuit la tâche du jour. Mais alors, écoutez-moi bien, jeune homme, c'est qu'il me semblait que je servais Dieu en délivrant une de ces créatures qui, étant innocentes, n'avaient pu être condamnées. Eh bien, demanda Dantès, la chose n'en est-elle pas au même point? Et vous êtes-vous reconnu coupable depuis que vous m'avez rencontré? Dites. Non. Mais je ne veux pas le devenir. Jusqu'ici, je croyais n'avoir affaire qu'aux choses. Voilà que vous me proposez d'avoir affaire aux hommes. J'ai pu percer un mur et détruire un escalier, mais je ne percerai pas une poitrine et ne détruirai pas une existence. Dantès fit un léger mouvement de surprise. Comment, dit-il, pouvant être libre, vous seriez retenu par un semblable scrupule? Mais vous-même, dit Faria, pourquoi n'avez-vous pas un soir assommé votre geôlier avec le pied de votre table, revêtu ses habits et essayé de fuir? C'est que l'idée ne m'en est pas venue, dit Dantès. C'est que vous avez une telle horreur instinctive pour un pareil crime, une telle horreur que vous n'y avez pas même songé, reprit le vieillard. Car dans les choses simples et permises, nos appétits naturels nous avertissent que nous ne dévions pas de la ligne de notre droit. Le tigre, qui verse le sang par nature, dont c'est l'état, la destination, n'a besoin que d'une chose, c'est que son odorat l'avertisse qu'il a une proie à sa portée. Aussitôt, il bondit vers cette proie, tombe dessus et la déchire. C'est son instinct, et il y obéit. Mais l'homme, au contraire, répugne au sang. Ce ne sont point les lois sociales qui répugnent au meurtre, ce sont les lois naturelles. Dantès resta confondu. C'était, en effet, l'explication de ce qui s'était passé à son insu dans son esprit, ou plutôt dans son âme, car il y a des pensées qui viennent de la tête, et d'autres qui viennent du cœur. Et puis, continua Faria, depuis tantôt 12 ans que je suis en prison, j'ai repassé dans mon esprit toutes les évasions célèbres. Je n'ai vu réussir que rarement les évasions. Les évasions heureuses, les évasions couronnées d'un plein succès, sont les évasions méditées avec soin et lentement préparées. C'est ainsi que le duc de Beaufort s'est échappé du château de Vincennes, l'abbé Dubuquois du Fort-l'Évêque et la Tude de la Bastille. Il y a encore celles que le hasard peut offrir. Celles-là sont les meilleures. Attendons une occasion, croyez-moi, et si cette occasion se présente, profitons-en. Vous avez pu attendre, vous, dit Dantès en soupirant. Ce long travail vous faisait une occupation de tous les instants, et quand vous n'aviez pas votre travail, pour vous distraire, vous aviez vos espérances pour vous consoler. Puis, dit l'abbé, je ne m'occupais point qu'à cela. Que faisiez-vous donc? J'écrivais ou j'étudiais. On vous donne donc du papier, des plumes, de l'encre? Non, dit l'abbé, mais je m'en fais. Vous vous faites du papier, des plumes et de l'encre?
s'écria Dantès. Oui. Dantès regarda cet homme avec admiration. Seulement, il avait encore peine à croire ce qu'il disait. Faria s'aperçut de ce léger doute. « Quand vous viendrez chez moi, lui dit-il, je vous montrerai un ouvrage entier, résultat des pensées, des recherches et des réflexions de toute ma vie, que j'avais médité à l'ombre du Colisée à Rome, au pied de la colonne Saint-Marc à Venise, sur les bords de l'Arno à Florence, et que je ne me doutais guère qu'un jour mes geôliers me laisseraient le loisir d'exécuter entre les 4 murs du château d'If. C'est un traité sur la possibilité d'une monarchie générale en Italie. Ce fera un grand volume in quarto. Et vous l'avez écrit ? Sur 2 chemises. J'ai inventé une préparation qui rend le linge lisse et uni comme le parchemin. Vous êtes donc chimiste ? Un peu. J'ai connu Lavoisier et je suis lié avec Cabanis. Mais, pour un pareil ouvrage, il vous a fallu faire des recherches historiques ? Vous aviez donc des livres ? À Rome, j'avais à peu près 5000 volumes dans ma bibliothèque. À force de les lire et de les relire, j'ai découvert qu'avec 150 ouvrages bien choisis, on a, sinon le résumé complet des connaissances humaines, du moins tout ce qu'il est utile à un homme de savoir. J'ai consacré 3 années de ma vie à lire et à relire ces 150 volumes, de sorte que je les savais à peu près par cœur lorsque j'ai été arrêté. Dans ma prison, avec un léger effort de mémoire, je me les suis rappelés tout à fait. Ainsi pourrais-je vous réciter Thucydide, Xénophon, Plutarque, Tite-Live, Tacite, Strada, Jornandès, Dante, Montaigne, Shakespeare, Spinoza, Machiavel et Bossuet. Je ne vous cite que les plus importants. Mais vous savez donc plusieurs langues ? Je parle 5 langues vivantes, l'allemand, le français, l'italien, l'anglais et l'espagnol. À l'aide du grec ancien, je comprends le grec moderne. Seulement, je le parle mal, mais je l'étudie en ce moment. Vous l'étudiez ? Dit Dantès. Oui, je me suis fait un vocabulaire des mots que je sais. Je les ai arrangés, combinés, tournés et retournés, de façon qu'ils puissent me suffire pour exprimer ma pensée. Je sais à peu près 1000 mots, c'est tout ce qu'il me faut à la rigueur, quoiqu'il y en ait 100 000, je crois, dans les dictionnaires. Seulement, je ne serai pas éloquent, mais je me ferai comprendre à merveille, et cela me suffit. De plus en plus émerveillé, Edmond commençait à trouver presque surnaturelles les facultés de cet homme étrange. Il voulut le trouver en défaut sur un point quelconque. Il continua. « Mais si on ne vous a pas donné de plume, dit-il, avec quoi avez-vous pu écrire ce traité si volumineux ? Je m'en suis fait d'excellentes, et que l'on préférerait aux plumes ordinaires si la matière était connue. Avec les cartilages des têtes de ces énormes merlans que l'on nous sert quelquefois pendant les jours maigres. Aussi vois-je toujours arriver les mercredis, les vendredis et les samedis avec grand plaisir, car ils me donnent l'espérance d'augmenter ma provision de plumes, et mes travaux historiques sont, je l'avoue, ma plus douce occupation. En descendant dans le passé, j'oublie le présent. En marchant libre et indépendant dans l'histoire, je ne me souviens plus que je suis prisonnier. Mais de l'encre, dit Dantès. Avec quoi vous êtes-vous fait de l'encre ? Il y avait autrefois une cheminée dans mon cachot, dit Faria. Cette cheminée a été bouchée quelque temps avant mon arrivée, sans doute. Mais pendant de longues années, on y avait fait du feu. Tout l'intérieur en est donc tapissé de suie. Je fais dissoudre cette suie dans une portion du vin qu'on me donne tous les dimanches. Cela me fournit de l'encre excellente. Pour les notes particulières, et qui ont besoin d'attirer les yeux, je me pique les doigts et j'écris avec mon sang. « Et quand pourrais-je voir tout cela ? demanda Dantès. « Quand vous voudrez, répondit Faria. « Oh, tout de suite !» s'écria le jeune homme. « Suivez-moi donc, dit l'abbé. Et il rentra dans le corridor souterrain où il disparut. Dantès le suivit. Chapitre 17. La chambre de l'abbé.
Après avoir passé en se courbant, mais cependant avec assez de facilité par le passage souterrain, Dantès arriva à l'extrémité opposée du corridor qui donnait dans la chambre de l'abbé. Là, le passage se rétrécissait et offrait à peine l'espace suffisant pour qu'un homme puisse glisser en rampant. La chambre de l'abbé était dallée. C'était en soulevant une de ces dalles placées dans le coin le plus obscur qu'il avait commencé la laborieuse opération dont Dantès avait vu la fin. À peine entré et debout, le jeune homme examina cette chambre avec grande attention. Au premier aspect, elle ne présentait rien de particulier. « Bon, dit l'abbé, il n'est que 12:15 et nous avons encore quelques heures devant nous. » Dantès regarda autour de lui, cherchant à quelle horloge l'abbé avait pu lire l'heure d'une façon si précise. « Regardez ce rayon du jour qui vient par ma fenêtre, dit l'abbé, et regardez sur le mur les lignes que j'ai tracées. Grâce à ces lignes, qui sont combinées avec le double mouvement de la Terre et l'ellipse qu'elle décrit autour du Soleil, je sais plus exactement l'heure que si j'avais une montre, car une montre se dérange, tandis que le Soleil et la Terre ne se dérangent jamais. » Dantès n'avait rien compris à cette explication. Il avait toujours cru, en voyant le soleil se lever derrière les montagnes et se coucher dans la Méditerranée, que c'était lui qui marchait et non la terre. Ce double mouvement du globe qu'il habitait, et dont cependant il ne s'apercevait pas, lui semblait presque impossible. Dans chacune des paroles de son interlocuteur, il voyait des mystères de science aussi admirables à creuser que ces mines d'or et de diamants qu'il avait visitées dans un voyage qu'il avait fait presque enfant encore à Guzarat et à Golconde. « Voyons, dit-il à l'abbé, j'ai hâte d'examiner vos trésors. » L'abbé alla vers la cheminée, déplaça avec le ciseau qu'il tenait toujours à la main la pierre qui formait autrefois l'âtre et qui cachait une cavité assez profonde. C'était dans cette cavité qu'étaient renfermés tous les objets dont il avait parlé à Dantès. « Que voulez-vous voir d'abord » lui demanda-t-il. « Montrez-moi votre grand ouvrage sur la royauté en Italie. » Faria tira de l'armoire précieuse 3 ou 4 rouleaux de linge tournés sur eux-mêmes, comme des feuilles de papyrus. C'étaient des bandes de toile, larges de 4 pouces à peu près et longues de 18. Ces bandes, numérotées, étaient couvertes d'une écriture que Dantès put lire, car elles étaient écrites dans la langue maternelle de l'abbé, c'est-à-dire en italien, idiome qu'en sa qualité de provençal, Dantès comprenait parfaitement. « Voyez, lui dit-il, tout est là. Il y a 8 jours à peu près que j'ai écrit le mot « fin » au bas de la 68e bande. 2 de mes chemises et tout ce que j'avais de mouchoirs y sont passés. Si jamais je redeviens libre et qu'il se trouve dans toute l'Italie un imprimeur qui ose m'imprimer, ma réputation est faite. »« Oui, répondit Dantès, je vois bien. Et maintenant, montrez-moi donc, je vous prie, les plumes avec lesquelles a été écrit cet ouvrage. »« Voyez, dit Faria. » Et il montra au jeune homme un petit bâton long de 6 pouces, gros comme le manche d'un pinceau, au bout et autour duquel était lié par un fil un de ces cartilages encore tachés par l'encre, dont l'abbé avait parlé à Dantès. Il était allongé en bec et fendu comme une plume ordinaire. Dantès l'examina, cherchant des yeux l'instrument avec lequel il avait pu être taillé d'une façon si correcte. « Ah oui, dit Faria, le canif, n'est-ce pas? C'est mon chef-d'œuvre. Je l'ai fait, ainsi que le couteau que voici, avec un vieux chandelier de fer. » Le canif coupait comme un rasoir. Quant au couteau, il avait cet avantage qu'il pouvait servir tout à la fois de couteau et de poignard. Dantès examina ces différents objets avec la même attention que, dans les boutiques de curiosités de Marseille, il avait examiné parfois ces instruments exécutés par des sauvages et rapportés des mers du Sud par les capitaines au long cours. « Quant à l'encre, dit Faria, vous savez comment je procède. Je la fais à mesure que j'en ai besoin.
Maintenant, je m'étonne d'une chose, dit Dantès, c'est que les jours vous aient suffi pour toute cette besogne. J'avais les nuits, répondit Faria. Les nuits? Êtes-vous donc de la nature des chats et voyez-vous clair pendant la nuit? Non, mais Dieu a donné à l'homme l'intelligence pour venir en aide à la pauvreté de ses sens. Je me suis procuré de la lumière. Comment cela? De la viande qu'on m'apporte, je sépare la graisse. Je la fais fondre et j'en tire une espèce d'huile compacte. Tenez, voilà ma bougie. Et l'abbé montra à Dantès une espèce de lampion, pareil à ceux qui servent dans les illuminations publiques. Mais du feu. Voici 2 cailloux et du linge brûlé. Mais des allumettes. J'ai feint une maladie de peau et j'ai demandé du soufre, que l'on m'a accordé. Dantès posa les objets qu'il tenait sur la table et baissa la tête, écrasé sous la persévérance et la force de cet esprit. Ce n'est pas tout, continua Faria, car il ne faut pas mettre tous ces trésors dans une seule cachette. Refermons celle-ci. Ils posèrent la dalle à sa place. L'abbé sema un peu de poussière dessus, y passa son pied pour faire disparaître toute trace de solution de continuité, s'avança vers son lit et le déplaça. Derrière le chevet, caché par une pierre qui le refermait par une herméticité presque parfaite, était un trou, et dans ce trou, une échelle de corde longue de 25 à 30 pieds. Dantès l'examina. Elle était d'une solidité à toute épreuve. « Qui vous a fourni la corde nécessaire à ce merveilleux ouvrage ?» demanda Dantès. « D'abord quelques chemises que j'avais, puis les draps de mon lit que, pendant 3 ans de captivité à Fenestrelle, j'ai effilés. Quand on m'a transporté au château d'If, j'ai trouvé moyen d'emporter avec moi cet effilé. Ici, j'ai continué la besogne. » Mais ne s'apercevait-on pas que les draps de votre lit n'avaient plus d'ourlet? Je les recousais. Avec quoi? Avec cette aiguille. Et l'abbé, ouvrant un lambeau de ses vêtements, montra à Dantès une arête longue, aiguë et encore enfilée, qu'il portait sur lui. Oui, continua Faria, j'avais d'abord songé à desceller ces barreaux et à fuir par cette fenêtre qui est un peu plus large que la vôtre, comme vous voyez, et que j'eusse élargie encore au moment de mon évasion. Mais je me suis aperçu que cette fenêtre donnait sur une cour intérieure, et j'ai renoncé à mon projet comme trop chanceux. Cependant, j'ai conservé l'échelle pour une circonstance imprévue, pour une de ces évasions dont je vous parlais, et que le hasard procure. Dantès, tout en ayant l'air d'examiner l'échelle, pensait cette fois à autre chose. Une idée avait traversé son esprit. C'est que cet homme, si intelligent, si ingénieux, si profond, verrait peut-être clair dans l'obscurité de son propre malheur, où jamais lui-même n'avait rien pu distinguer. « À quoi songez-vous » demanda l'abbé en souriant, et prenant l'absorbement de Dantès pour une admiration portée au plus haut degré. « Je pense à une chose d'abord. C'est à la somme énorme d'intelligence qu'il vous a fallu dépenser pour arriver au but où vous êtes parvenu. Qu'eussiez-vous donc fait libre? Rien, peut-être. Ce trop-plein de mon cerveau se fût évaporé en futilité. Il faut le malheur pour creuser certaines mines mystérieuses cachées dans l'intelligence humaine. Il faut la pression pour faire éclater la poudre. La captivité a réuni sur un seul point toutes mes facultés flottantes çà et là. Elles se sont heurtées dans un espace étroit. Et, vous le savez, du choc des nuages résulte l'électricité. De l'électricité, l'éclair. De l'éclair, la lumière. Non, je ne sais rien, dit Dantès, abattu par son ignorance. Une partie des mots que vous prononcez sont pour moi des mots vides de sens. Vous êtes bien heureux d'être si savant, vous. L'abbé sourit. Vous pensiez à 2 choses,
disiez-vous tout à l'heure. Oui. Et vous ne m'avez fait connaître que la première. Quelle est la seconde? La seconde est que vous m'avez raconté votre vie et que vous ne connaissez pas la mienne. Votre vie, jeune homme, est bien courte pour renfermer des événements de quelque importance. Elle renferme un immense malheur, dit Dantès, un malheur que je n'ai pas mérité. Et je voudrais, pour ne plus blasphémer Dieu comme je l'ai fait quelquefois, pouvoir m'en prendre aux hommes de mon malheur. Alors, vous vous prétendez innocent du fait qu'on vous impute? Complètement innocent, sur la tête des deux seules personnes qui me sont chères, sur la tête de mon père et de Mercédès. Voyons, dit l'abbé en refermant sa cachette et en repoussant son lit à sa place. Racontez-moi donc votre histoire. Dantès alors raconta ce qu'il appelait son histoire, et qui se bornait à un voyage dans l'Inde et à 2 ou 3 voyages dans le Levant. Enfin, il en arriva à sa dernière traversée, à la mort du capitaine Leclerc, au paquet remis par lui pour le grand maréchal, à l'entrevue du grand maréchal, à la lettre remise par lui et adressée à un monsieur Noirtier. Enfin, à son arrivée à Marseille, à son entrevue avec son père, à ses amours avec Mercédès, au repas de ses fiançailles, à son arrestation, à son interrogatoire, à sa prison provisoire au palais de justice, enfin à sa prison définitive au château d'If. Arrivé là, Dantès ne savait plus rien, pas même le temps qu'il y était resté prisonnier. Le récit achevé, l'abbé réfléchit profondément. « Il y a, dit-il au bout d'un instant, un axiome de droit d'une grande profondeur, et qui en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'à moins que la pensée mauvaise ne naisse par une organisation faussée, la nature humaine répugne au crime. Cependant, la civilisation nous a donné des besoins, des vices, des appétits factices qui ont parfois l'influence de nous faire étouffer nos bons instincts et qui nous conduisent au mal. De là cette maxime. Si vous voulez découvrir le coupable, cherchez d'abord celui à qui le crime commis peut être utile. À qui votre disparition pouvait-elle être utile? À personne, mon Dieu. J'étais si peu de chose. Ne répondez pas ainsi, car la réponse manque à la fois de logique et de philosophie. Tout est relatif, mon cher ami, depuis le roi qui gêne son futur successeur jusqu'à l'employé qui gêne le surnuméraire. Si le roi meurt, le successeur hérite une couronne. Si l'employé meurt, le surnuméraire hérite 1200 livres d'appointements. Ces 1200 livres d'appointements, c'est sa liste civile à lui. Ils lui sont aussi nécessaires pour vivre que les 12 millions d'un roi. Chaque individu, depuis le plus bas jusqu'au plus haut degré de l'échelle sociale, groupe autour de lui tout un petit monde d'intérêts, ayant ses tourbillons et ses atomes crochus, comme les mondes de Descartes. Seulement, ces mondes vont toujours s'élargissant à mesure qu'ils montent. C'est une spirale renversée et qui se tient sur la pointe par un jeu d'équilibre. Revenons-en donc à votre monde, à vous. Vous alliez être nommé capitaine du Pharaon. Oui. Vous alliez épouser une belle jeune fille. Oui. Quelqu'un avait-il intérêt à ce que vous ne devinssiez pas capitaine du Pharaon? Quelqu'un avait-il intérêt à ce que vous n'épousassiez pas Mercédès? Répondez d'abord à la première question. L'ordre est la clé de tous les problèmes. Quelqu'un avait-il intérêt à ce que vous ne devinssiez pas capitaine du Pharaon? Non, j'étais fort aimé à bord. Si les matelots avaient pu élire un chef, je suis sûr qu'ils m'eussent élu. Un seul homme avait quelque motif de m'en vouloir. J'avais eu, quelque temps auparavant, une querelle avec lui, et je lui avais proposé un duel qu'il avait refusé. Allons donc, cet homme, comment se nomma-t-il? Danglars. Qu'était-il à bord? Agent comptable. Si vous fussiez devenu capitaine, l'eussiez-vous conservé dans son poste? Non, si la chose eût dépendu de moi,
car j'avais cru remarquer quelques infidélités dans ses comptes. Bien. Maintenant, quelqu'un a-t-il assisté à votre dernier entretien avec le capitaine Leclerc? Non, nous étions seuls. Quelqu'un a-t-il pu entendre votre conversation? Oui, car la porte était ouverte, et même... Attendez. Oui, et Danglars est passé juste au moment où le capitaine Leclerc me remettait le paquet destiné au grand maréchal. Bon, fit l'abbé, nous sommes sur la voie. Avez-vous amené quelqu'un avec vous à terre quand vous avez relâché à l'île d'Elbe? Personne. On vous a remis une lettre? Oui, le grand maréchal. Cette lettre, qu'en avez-vous fait? Je l'ai mise dans mon portefeuille. Vous aviez donc votre portefeuille sur vous. Comment un portefeuille devant contenir une lettre officielle pouvait-il tenir dans la poche d'un marin? Vous avez raison. Mon portefeuille était à bord. Ce n'est donc qu'à bord que vous avez enfermé la lettre dans le portefeuille. Oui. De Porto Ferrajo à bord, qu'avez-vous fait de cette lettre? Je l'ai tenue à la main. Quand vous êtes remonté sur le Pharaon, chacun a donc pu voir que vous teniez une lettre. Oui. Danglars comme les autres. Danglars comme les autres. Maintenant, écoutez bien. Réunissez tous vos souvenirs. Vous rappelez-vous dans quels termes était rédigée la dénonciation? Oh oui, je l'ai relue 3 fois, et chaque parole en est restée dans ma mémoire. Répétez-la-moi. Dantès se recueillit un instant. La voici, dit-il, textuellement. Monsieur le procureur du roi est prévenu par un ami du trône et de la religion que le nommé Edmond Dantès, second du navire le Pharaon, arrivé ce matin de Smyrne, après avoir touché à Naples et à Porto Ferrajo, a été chargé par Murat d'un paquet pour l'usurpateur et, par l'usurpateur, d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris. On aura la preuve de son crime en l'arrêtant, car on retrouvera cette lettre sur lui, ou chez son père, ou dans sa cabine à bord du Pharaon. L'abbé haussa les épaules. « C'est clair comme le jour, dit-il. Il faut que vous ayez eu le cœur bien naïf et bien bon pour n'avoir pas deviné la chose tout d'abord. »« Vous croyez ?» s'écria Dantès. « Ah, ce serait bien infâme !» Quelle était l'écriture ordinaire de Danglars? Une belle cursive. Quelle était l'écriture de la lettre anonyme? Une écriture renversée. L'abbé sourit. Contrefaite, n'est-ce pas? Bien hardi pour être contrefaite. Attendez, dit-il. Il prit sa plume, ou plutôt ce qu'il appelait ainsi, la trempa dans l'encre et écrivit de la main gauche, sur un linge préparé à cet effet, les 2 ou 3 premières lignes de la dénonciation. Dantès recula et regarda presque avec terreur l'abbé. « Oh, c'est étonnant !» s'écria-t-il, « comme cette écriture ressemblait à celle-ci. » C'est que la dénonciation avait été écrite de la main gauche. J'ai observé une chose, continua l'abbé. Laquelle? C'est que toutes les écritures tracées de la main droite sont variées. C'est que toutes les écritures tracées de la main gauche se ressemblent. Vous avez donc tout vu, tout observé? Continuons. Oh oui, oui. Passons à la seconde question. J'écoute. Quelqu'un avait-il intérêt à ce que vous n'épousassiez pas Mercédès? Oui, un jeune homme qui l'aimait. Son nom? Fernand. C'est un nom espagnol. Il était catalan. Croyez-vous que celui-ci était capable d'écrire la lettre? Non. Celui-ci m'eût donné un coup de couteau, voilà tout. Oui, c'est dans la nature espagnole. Un assassinat, oui. Une lâcheté, non. D'ailleurs, continua Dantès, il ignorait tous les détails consignés dans la dénonciation. Vous ne les aviez donnés à personne? Pas même à votre maîtresse? Pas même à ma fiancée.
C'est Danglars. Oh, maintenant j'en suis sûre. Attendez. Danglars connaissait-il Fernand? Non. Si. Je me rappelle. Quoi? La surveille de mon mariage, je les ai vus attabler ensemble sous la tonnelle du père Pamphile. Danglars était amical et railleur. Fernand était pâle et troublé. Ils étaient seuls? Non, ils avaient avec eux un troisième compagnon, bien connu de moi, qui sans doute leur avait fait faire connaissance, un tailleur nommé Caderousse. Mais celui-ci était déjà ivre. Attendez, comment ne me suis-je pas rappelé cela? Près de la table où ils buvaient était un encrier, du papier, des plumes. Dantès porta la main à son front. Oh, les infâmes! Les infâmes! Voulez-vous encore savoir autre chose? Dit l'abbé en riant. Oui, puisque vous approfondissez tout, puisque vous voyez clair en toutes choses, je veux savoir pourquoi je n'ai été interrogé qu'une fois, pourquoi on ne m'a pas donné des juges, et comment je suis condamné sans arrêt. Oh, ceci, dit l'abbé, c'est un peu plus grave. La justice a des allures sombres et mystérieuses qu'il est difficile de pénétrer. Ce que nous avons fait jusqu'ici pour vos deux amis était un jeu d'enfant. Il va falloir, sur ce sujet, me donner les indications les plus précises. Voyons, interrogez-moi, car en vérité, vous voyez plus clair dans ma vie que moi-même. Qui vous a interrogé? Est-ce le procureur du roi, le substitut, le juge d'instruction? C'était le substitut. Jeune ou vieux? Jeune, 27 ou 28 ans. Bien, pas corrompu encore, mais ambitieux déjà, dit l'abbé. Quelles furent ses manières avec vous? Douces, plutôt que sévères. Lui avez-vous tout raconté? Tout. Et ses manières ont-elles changé dans le courant de l'interrogatoire? Un instant, elles ont été altérées. Lorsqu'il eut lu la lettre qui me compromettait, il parut comme accablé de mon malheur. De votre malheur? Oui. Et vous êtes bien sûr que c'était votre malheur qu'il plaignait? Il m'a donné une grande preuve de sa sympathie, du moins. Laquelle? Il a brûlé la seule pièce qui pouvait me compromettre. Laquelle? La dénonciation? Non, la lettre. Vous en êtes sûr? Cela s'est passé devant moi. C'est autre chose. Cet homme pourrait être un plus profond scélérat que vous ne croyez. Vous me faites frissonner. Sur mon honneur, dit Dantès. Le monde est-il donc peuplé de tigres et de crocodiles? Oui, seulement les tigres et les crocodiles à deux pieds sont plus dangereux que les autres. Continuons. Volontiers. Il a brûlé la lettre, dites-vous. Oui, en me disant « Vous voyez, il n'existe que cette preuve-là contre vous, et je l'anéantis. » Cette conduite est trop sublime pour être naturelle. Vous croyez? J'en suis sûr. À qui cette lettre était-elle adressée? À Monsieur Noirtier, rue Coq-Héron, numéro 13, à Paris. Pouvez-vous présumer que votre substitut eut quelque intérêt à ce que cette lettre disparût? Peut-être, car il m'a fait promettre 2 ou 3 fois, dans mon intérêt, disait-il, de ne parler à personne de cette lettre, et il m'a fait jurer de ne pas prononcer le nom qui était inscrit sur l'adresse. Noirtier, répéta l'abbé. Noirtier? J'ai connu un Noirtier à la cour de l'ancienne reine d'Étrurie, un Noirtier qui avait été girondin sous la Révolution. Comment s'appelait votre substitut, à vous? De Villefort. L'abbé éclata de rire. Dantès le regarda avec stupéfaction. Qu'avez-vous? dit-il. Voyez-vous ce rayon du jour? demanda l'abbé. Oui. Eh bien, tout est plus clair pour moi maintenant que ce rayon transparent et lumineux. Pauvre enfant, pauvre jeune homme. Et ce magistrat a été bon pour vous?
Oui. Ce digne substitut a brûlé, anéanti la lettre? Oui. Cet honnête pourvoyeur du bourreau vous a fait jurer de ne jamais prononcer de nom de Noirtier? Oui. Ce Noirtier, pauvre aveugle que vous êtes, savez-vous ce que c'était que ce Noirtier? Ce Noirtier, c'était son père. La foudre, tombée aux pieds de Dantès et lui creusant un abîme au fond duquel s'ouvrait l'enfer, lui eût produit un effet moins prompt, moins électrique, moins écrasant que ces paroles inattendues. Il se leva, saisissant sa tête à deux mains comme pour l'empêcher d'éclater. « Son père! Son père !» s'écria-t-il. « Oui, son père, qui s'appelle Noirtier de Villefort, » reprit l'abbé. Alors une lumière fulgurante traversa le cerveau du prisonnier. Tout ce qui lui était demeuré obscur fut à l'instant même éclairé d'un jour éclatant. Ces tergiversations de Villefort pendant l'interrogatoire, cette lettre détruite, ce serment exigé, cette voix presque suppliante du magistrat qui, au lieu de menacer, semblait implorer, tout lui revint à la mémoire. Il jeta un cri, chancela un instant comme un homme ivre, puis, s'élançant par l'ouverture qui conduisait de la cellule de l'abbé à la sienne, « Oh !» dit-il, « il faut que je sois seul pour penser à tout cela. » Et, en arrivant dans son cachot, il tomba sur son lit, où le porte-clés le retrouva le soir, assis, les yeux fixes, les traits contractés, mais immobile et muet comme une statue. Pendant ces heures de méditation qui s'étaient écoulées comme des secondes, il avait pris une terrible résolution et fait un formidable serment. Une voix tira Dantès de cette rêverie, c'était celle de l'abbé Faria qui, ayant reçu à son tour la visite de son geôlier, venait inviter Dantès à souper avec lui. Sa qualité de fou reconnu, et surtout de fou divertissant, valait au vieux prisonnier quelques privilèges, comme celui d'avoir du pain un peu plus blanc et un petit flacon de vin le dimanche. Or, on était justement arrivé au dimanche, et l'abbé venait inviter son jeune compagnon à partager son pain et son vin. Dantès le suivit. Toutes les lignes de son visage s'étaient remises et avaient repris leur place accoutumée, mais avec une raideur et une fermeté, si l'on peut le dire, qui accusaient une résolution prise. L'abbé le regarda fixement. « Je suis fâché de vous avoir aidé dans vos recherches et de vous avoir dit ce que je vous ai dit, dit-il. « Pourquoi cela ? demanda Dantès. « Parce que je vous ai infiltré dans le cœur un sentiment qui n'y était point, la vengeance. » Dantès sourit. « Parlons d'autre chose, dit-il. » L'abbé le regarda encore un instant et hocha tristement la tête. Puis, comme l'en avait prié Dantès, il parla d'autre chose. Le vieux prisonnier était un de ces hommes dont la conversation, comme celle des gens qui ont beaucoup souffert, contient des enseignements nombreux et renferme un intérêt soutenu. Mais elle n'était pas égoïste, et ce malheureux ne parlait jamais de ses malheurs. Dantès écoutait chacune de ses paroles avec admiration. Les unes correspondaient à des idées qu'il avait déjà et à des connaissances qui étaient du ressort de son état de marin. Les autres touchaient à des choses inconnues et, comme ces aurores boréales qui éclairent les navigateurs dans les latitudes australes, montraient au jeune homme des paysages et des horizons nouveaux, illuminés de lueurs fantastiques. Dantès comprit le bonheur qu'il y aurait, pour une organisation intelligente, à suivre cet esprit élevé sur les hauteurs morales, philosophiques ou sociales sur lesquelles il avait l'habitude de se jouer. « Vous devriez m'apprendre un peu de ce que vous savez, » dit Dantès, « ne fût-ce que pour ne pas vous ennuyer avec moi. Il me semble maintenant que vous devez préférer la solitude à un compagnon sans éducation et sans portée comme moi. Si vous consentez à ce que je vous demande,
Je m'engage à ne plus vous parler de fuir. » L'abbé sourit. « Hélas, mon enfant, dit-il, la science humaine est bien bornée, et quand je vous aurai appris les mathématiques, la physique, l'histoire et les 3 ou 4 langues vivantes que je parle, vous saurez ce que je sais. Or, toute cette science, je serai 2 ans à peine à la verser de mon esprit dans le vôtre. » 2 ans, dit Dantès. Vous croyez que je pourrais apprendre toutes ces choses en 2 ans ? Dans leur application, non. Dans leur principe, oui. Apprendre n'est pas savoir. Il y a les sachants et les savants. C'est la mémoire qui fait les uns, c'est la philosophie qui fait les autres. Mais ne peut-on apprendre la philosophie ? La philosophie ne s'apprend pas. La philosophie est la réunion des sciences acquises au génie qui les applique. La philosophie, c'est le nuage éclatant sur lequel le Christ a posé le pied pour remonter au ciel. « Voyons, dit Dantès, que m'apprenez-vous d'abord ? J'ai hâte de commencer, j'ai soif de science. »« Tout, dit l'abbé. » En effet, dès le soir, les 2 prisonniers arrêtèrent un plan d'éducation qui commença de s'exécuter le lendemain. Dantès avait une mémoire prodigieuse, une facilité de conception extrême. La disposition mathématique de son esprit le rendait apte à tout comprendre par le calcul, tandis que la poésie du marin corrigeait tout ce que pouvait avoir de trop matériel la démonstration réduite à la sécheresse des chiffres ou à la rectitude des lignes. Il savait déjà, d'ailleurs, l'italien et un peu de romaïque, qu'il avait appris dans ses voyages d'Orient. Avec ces 2 langues, il comprit bientôt le mécanisme de toutes les autres, et, au bout de 6 mois, il commençait à parler l'espagnol, l'anglais et l'allemand. Comme il l'avait dit à l'abbé Faria, soit que la distraction que lui donnait l'étude lui tînt lieu de liberté, soit qu'il fût, comme nous l'avons vu déjà, rigide observateur de sa parole, il ne parlait plus de fuir, et les journées s'écoulaient, pour lui, rapides et instructives. Au bout d'1 an, c'était un autre homme. Quant à l'abbé Faria, Dantès remarqua que, malgré la distraction que sa présence avait apportée à sa captivité, il s'assombrissait tous les jours. Une pensée incessante et éternelle paraissait assiéger son esprit. Il tombait dans de profondes rêveries, soupirait involontairement, se levait tout à coup, croisait les bras et se promenait, sombre, autour de sa prison. Un jour, il s'arrêta tout à coup au milieu d'un de ces cercles 100 fois répétés qu'il décrivait autour de sa chambre, et s'écria « Ah, s'il n'y avait pas de sentinelle !»« Il n'y aura de sentinelle qu'autant que vous le voudrez bien, » reprit Dantès, qui avait suivi sa pensée à travers la boîte de son cerveau comme à travers un cristal. « Ah, je vous l'ai dit, » reprit l'abbé, « je répugne à un meurtre. Et cependant ce meurtre, s'il est commis, le sera par l'instinct de notre conservation, par un sentiment de défense personnelle. N'importe, je ne saurais. » Vous y pensez, cependant. Sans cesse, murmura l'abbé. Et vous avez trouvé un moyen, n'est-ce pas ? Dit vivement Dantès. Oui, s'il arrivait qu'on pût mettre sur la galerie une sentinelle aveugle et sourde. Elle sera aveugle, elle sera sourde, répondit le jeune homme avec un accent de résolution qui épouvanta l'abbé. Non, non, s'écria-t-il, impossible. Dantès voulut le retenir sur ce sujet, mais l'abbé secoua la tête et refusa de répondre davantage. 3 mois s'écoulèrent. « Êtes-vous fort ?» demanda un jour l'abbé à Dantès. Dantès, sans répondre, prit le ciseau, le tordit comme un fer à cheval et le redressa. « Vous engageriez-vous à ne tuer la sentinelle qu'à la dernière extrémité ? » ?»« Oui, sur l'honneur. » »« Alors, dit l'abbé, nous pourrons exécuter notre dessein. » »« Et combien nous faudra-t-il de temps pour l'exécuter ? » ?»« 1 an, au moins. » »« Mais nous pourrions nous mettre au travail ? » ?»« Tout de suite. » « Oh, voyez donc, nous avons perdu 1 an.
s'écria Dantès. Trouvez-vous que nous l'ayons perdu dit l'abbé. Oh, pardon, pardon s'écria Edmond rougissant. Chut dit l'abbé. L'homme n'est jamais qu'un homme. Et vous êtes encore un des meilleurs que j'ai connus. Tenez, voici mon plan. L'abbé montra alors à Dantès un dessin qu'il avait tracé. C'était le plan de sa chambre, de celle de Dantès et du corridor qui joignaient l'une à l'autre. Au milieu de cette galerie, il établissait un boyau pareil à celui qu'on pratique dans les mines. Ce boyau menait les deux prisonniers sous la galerie où se promenait la sentinelle. Une fois arrivé là, il pratiquait une large excavation, descellait une des dalles qui formaient le plancher de la galerie. La dalle, à un moment donné, s'enfonçait sous le poids du soldat qui disparaissait englouti dans l'excavation. Dantès se précipitait sur lui au moment où, tout étourdi de sa chute, il ne pouvait se défendre, le liait, le bâillonnait, et tous deux alors, passant par une des fenêtres de cette galerie, descendaient le long de la muraille extérieure à l'aide de l'échelle de corde et se sauvaient. Dantès battit des mains et ses yeux étincelèrent de joie. Ce plan était si simple qu'il devait réussir. Le même jour, les mineurs se mirent à l'ouvrage avec d'autant plus d'ardeur que ce travail succédait à un long repos et ne faisait, selon toute probabilité, que continuer la pensée intime et secrète de chacun d'eux. Rien ne les interrompait que l'heure à laquelle chacun d'eux était forcé de rentrer chez soi pour recevoir la visite du geôlier. Ils avaient, au reste, pris l'habitude de distinguer, au bruit imperceptible des pas, le moment où cet homme descendait, et jamais ni l'un ni l'autre ne fut pris à l'improviste. La terre qu'ils extrayaient de la nouvelle galerie, et qui eût fini par combler l'ancien corridor, était jetée petit à petit, et avec des précautions inouïes, par l'une ou l'autre des deux fenêtres du cachot de Dantès et du cachot de Faria. On la pulvérisait avec soin, et le vent de la nuit l'emportait au loin sans qu'elle laissât de traces. Plus d'un an se passa à ce travail exécuté avec un ciseau, un couteau et un levier de bois pour tout instrument. Pendant cette année, et tout en travaillant, Faria continuait d'instruire Dantès, lui parlant tantôt une langue, tantôt une autre, lui apprenant l'histoire des nations et des grands hommes qui laissaient de temps en temps derrière eux une de ces traces lumineuses qu'on appelle la gloire. L'abbé, homme du monde et du grand monde, avait en outre, dans ses manières, une sorte de majesté mélancolique dont Dantès, grâce à l'esprit d'assimilation dont la nature l'avait doué, sut extraire cette politesse élégante qui lui manquait, et ces façons aristocratiques que l'on n'acquiert d'habitude que par le frottement des classes élevées ou la société des hommes supérieurs. Au bout de 15 mois, le trou était achevé. L'excavation était faite sous la galerie. On entendait passer et repasser la sentinelle, et les deux ouvriers, qui étaient forcés d'attendre une nuit obscure et sans lune pour rendre leur évasion plus certaine encore, n'avaient plus qu'une crainte. C'était de voir le sol trop hâtif s'effondrer de lui-même sous les pieds du soldat. On obvia à cet inconvénient en plaçant une espèce de petite poutre qu'on avait trouvée dans les fondations comme un support. Dantès était occupé à la placer lorsqu'il entendit tout à coup l'abbé Faria resté dans la chambre du jeune homme où il s'occupait de son côté à aiguiser une cheville destinée à maintenir l'échelle de corde, qui l'appelait avec un accent de détresse. Dantès rentra vivement et aperçut l'abbé debout au milieu de la chambre, pâle, la sueur au front et les mains crispées. « Oh, mon Dieu !» s'écria Dantès. « Qu'y a-t-il et qu'avez-vous donc ?»« Vite, vite !» dit l'abbé. « Écoutez-moi. » Dantès regarda le visage livide de Faria, ses yeux cernés d'un cercle bleuâtre, ses lèvres blanches, ses cheveux hérissés, et, d'épouvante, il laissa tomber à terre le ciseau qu'il tenait à la main. « Mais qu'y a-t-il donc ?»
s'écria Edmond. Je suis perdu, dit l'abbé. Écoutez-moi, un mal terrible, mortel peut-être, va me saisir. L'accès arrive, je le sens. Déjà, j'en fus atteint l'année qui précéda mon incarcération. À ce mal, il n'est qu'un remède, je vais vous le dire. Courez vite chez moi, levez le pied du lit. Ce pied est creux. Vous y trouverez un petit flacon à moitié plein d'une liqueur rouge. Apportez-le. Ou plutôt non, je pourrais être surpris ici. Aidez-moi à rentrer chez moi pendant que j'ai encore quelque force. Qui sait ce qui va arriver le temps que durera l'accès? Dantès, sans perdre la tête, bien que le malheur qui le frappait fût immense, descendit dans le corridor, traînant son malheureux compagnon après lui, et le conduisant, avec une peine infinie, jusqu'à l'extrémité opposée, se retrouva dans la chambre de l'abbé qu'il déposa sur son lit. « Merci, dit l'abbé, frissonnant de tous ses membres comme s'il sortait d'une eau glacée. Voici le mal qui vient. Je vais tomber en catalepsie. Peut-être ne ferai-je pas un mouvement, peut-être ne jetterai-je pas une plainte, mais peut-être aussi j'écumerai, je me raidirai, je crierai. Tâchez que l'on n'entende pas mes cris, c'est l'important, car alors peut-être me changerait-on de chambre, et nous serions séparés à tout jamais. Quand vous me verrez, immobile, froid et mort, pour ainsi dire, seulement à cet instant, entendez-vous bien. Desserrez-moi les dents avec le couteau, faites couler dans ma bouche 8 à 10 gouttes de cette liqueur, et peut-être reviendrai-je. Peut-être, s'écria douloureusement Dantès. À moi, s'écria l'abbé. Je me... L'accès fut si subit et si violent que le malheureux prisonnier ne put même achever le mot commencé. Un nuage passa sur son front, rapide et sombre, comme les tempêtes de la mer. La crise dilata ses yeux, tordit sa bouche, empourpra ses joues. Il s'agita, écuma, rugit. Mais ainsi qu'il l'avait recommandé lui-même, Dantès étouffa ses cris sous sa couverture. Cela dura 2 heures. Alors, plus inerte qu'une masse, plus pâle et plus froid que le marbre, plus brisé qu'un roseau foulé aux pieds, il tomba, se raidit encore dans une dernière convulsion et devint livide. Edmond attendit que cette mort apparente eût envahi le corps et glacé jusqu'au cœur. Alors il prit le couteau, introduisit la lame entre les dents, desserra avec une peine infinie les mâchoires crispées, compta l'une après l'autre 10 gouttes de la liqueur rouge et attendit. 1 heure s'écoula sans que le vieillard fît le moindre mouvement. Dantès craignait d'avoir attendu trop tard et le regardait, les 2 mains enfoncées dans ses cheveux. Enfin, une légère coloration parut sur ses joues. Ses yeux, constamment restés ouverts et atones, reprirent leur regard. Un faible soupir s'échappa de sa bouche. Il fit un mouvement. « Sauvez, sauvez !» s'écria Dantès. Le malade ne pouvait point parler encore, mais il étendit avec une anxiété visible la main vers la porte. Dantès écouta et entendit les pas du geôlier. Il allait être 7 heures et Dantès n'avait pas eu le loisir de mesurer le temps. Le jeune homme bondit vers l'ouverture, s'y enfonça, replaça la dalle au-dessus de sa tête et rentra chez lui. Un instant après, sa porte s'ouvrit à son tour et le geôlier, comme d'habitude, trouva le prisonnier assis sur son lit. À peine eut-il le dos tourné, à peine le bruit des pas se fut-il perdu dans le corridor, que Dantès, dévoré d'inquiétude, reprit sans songer à manger le chemin qu'il venait de faire, et, soulevant la dalle avec sa tête
et rentra dans la chambre de l'abbé. Celui-ci avait repris connaissance, mais il était toujours étendu, inerte et sans force, sur son lit. « Je ne comptais plus vous revoir, » dit-il à Dantès. « Pourquoi cela ?» demanda le jeune homme. « Comptiez-vous donc mourir ?»« Non, mais tout est prêt pour votre fuite. Et je comptais que vous fuiriez. » La rougeur de l'indignation colora les joues de Dantès. « Sans vous !» s'écria-t-il. « M'avez-vous véritablement cru capable de cela ? À présent, je vois que je m'étais trompé, » dit le malade. « Ah, je suis bien faible, bien brisé, bien anéanti. »« Courage, vos forces reviendront, » dit Dantès, s'asseyant près du lit de Faria et lui prenant les mains. L'abbé secoua la tête. « La dernière fois, » dit-il, « l'accès dura une demi-heure, après quoi j'eus faim et me relevai seul. Aujourd'hui, je ne puis remuer ni ma jambe ni mon bras droit. Ma tête est embarrassée, ce qui prouve un épanchement au cerveau. La troisième fois, j'en resterai paralysé entièrement, ou je mourrai sur le coup. Non, non, rassurez-vous, vous ne mourrez pas. Ce troisième accès, s'il vous prend, vous trouvera libre. Nous vous sauverons comme cette fois, et mieux que cette fois, car nous aurons tous les secours nécessaires. Mon ami, dit le vieillard, ne vous abusez pas. La crise qui vient de se passer m'a condamné à une prison perpétuelle. Pour fuir, il faut pouvoir marcher. Eh bien, nous attendrons 8 jours, 1 mois, 2 mois s'il le faut. Dans cet intervalle, vos forces reviendront. Tout est préparé pour notre fuite, et nous avons la liberté d'en choisir l'heure et le moment. Le jour où vous vous sentirez assez de force pour nager, eh bien, ce jour-là, nous mettrons notre projet à exécution. Je ne nagerai plus, dit Faria. Ce bras est paralysé. Non pas pour un jour, mais à jamais. Soulevez-le vous-même, et voyez ce qu'il pèse. Le jeune homme souleva le bras, qui retomba insensible, et il poussa un soupir. « Vous êtes convaincu, maintenant, n'est-ce pas, Edmond ?» dit Faria. « Croyez-moi, je sais ce que je dis. Depuis la première attaque que j'ai eue de ce mal, je n'ai pas cessé d'y réfléchir. Je l'attendais, car c'est un héritage de famille. Mon père est mort à la 3e crise, mon aïeul aussi. Le médecin qui m'a composé cette liqueur, et qui n'est autre que le fameux Cabanis, m'a prédit le même sort. « Le médecin se trompe, » s'écria Dantès. « Quant à votre paralysie, elle ne me gêne pas, je vous prendrai sur mes épaules et je nagerai en vous soutenant. »« Enfant, » dit l'abbé, « vous êtes marin, vous êtes nageur. Vous devez par conséquent savoir qu'un homme chargé d'un fardeau pareil ne ferait pas 50 brasses dans la mer. Cessez de vous laisser abuser par des chimères dont votre excellent cœur n'est pas même la dupe. Je resterai donc ici jusqu'à ce que sonne l'heure de ma délivrance, qui ne peut plus être maintenant que celle de la mort. Quant à vous, fuyez, partez. Vous êtes jeune, adroit et fort. Ne vous inquiétez pas de moi. Je vous rends votre parole. »« C'est bien, » dit Dantès. « Eh bien, alors, moi aussi, je resterai. » Puis, se levant et étendant une main solennelle sur le vieillard, « Par le sang du Christ, je jure de ne vous quitter qu'à votre mort. » Faria considéra ce jeune homme si noble, si simple, si élevé, et lut sur ses traits, animés par l'expression du dévouement le plus pur, la sincérité de son affection et la loyauté de son serment. « Allons, » dit le malade, « j'accepte. Merci. » Puis, lui tendant la main, « Vous serez peut-être récompensé de ce dévouement si désintéressé, » lui dit-il. « Mais comme je ne puis, et que vous ne voulez pas partir, il importe que nous bouchions le souterrain fait sous la galerie.
Le soldat peut découvrir en marchant la sonorité de l'endroit miné, appeler l'attention d'un inspecteur, et alors nous serions découverts et séparés. Allez faire cette besogne, dans laquelle je ne puis plus, malheureusement, vous aider. Employez-y toute la nuit, s'il le faut, et ne revenez que demain matin, après la visite du geôlier. J'aurai quelque chose d'important à vous dire. » Dantès prit la main de l'abbé, qui le rassura par un sourire, et sortit avec cette obéissance et ce respect qu'il avait voués à son vieil ami.